Bonjour et bienvenue à cette section 8.1 qui parle de la vie dans les couloirs fluviaux. Jusqu'à présent, nous avons considéré l'hydrologie, l'hydraulique et la géomorphologie. Dans ce cours, nous examinerons les organismes vivants dans les couloirs fluviaux, les connexions entre eux et nous donnerons des conseils sur les relations avec les régimes d'écoulement. Nous nous concentrerons directement sur les relations écologie-débit tout au long de ce cours. Les humains font également partie prenante et intégrante de la vie des couloirs fluviaux, mais nous nous sommes déjà penchés suffisamment sur nous-mêmes et nos intérêts en détail dans les cours précédents. Alors, tournons-nous maintenant vers d'autres formes de vie. Nous commencerons par les producteurs primaires, qui sont la plupart de ces organismes qui produisent de la biomasse à partir des composés inorganiques dans le processus de photosynthèse. En utilisant de l'énergie ou de la lumière solaire, ces organismes combinent le dioxyde de carbone CO2 et l'eau pour produire de la matière organique et de l'oxygène. Les producteurs primaires sont la source alimentaire de base des réseaux alimentaires et constituent donc une source d'énergie essentielle pour les écosystèmes d'eau douce. Parmi les producteurs primaires, les algues sont les plantes unicellulaires qui peuvent se développer en cellules individuelles, en colonies ou joints bout à bout en filaments. Les cyanobactéries sont également des producteurs primaires, avec la capacité spéciale de fixer l'azote, ce qui leur donne un avantage dans des conditions de limitation d'azote. Les algues et les cyanobactéries se développent également en association complexe avec d'autres microbes dans une masse gluante appelée périphyton. Les macrophytes sont un autre groupe de producteurs primaires. Ce sont des plantes aquatiques à fleurs qui poussent là où les conditions de substrat, de nutriments et de clarté de l'eau sont bonnes. Ils fournissent également un habitat à d'autres espèces, en particulier aux insectes et aux algues. En tant que caractéristique structurelle importante des cours d'eau, les macrophytes influencent également l'hydraulique des rivières et ils réduisent le plus souvent la vitesse de l'écoulement. Comme nous l'avons appris dans la dernière unité, la vitesse influence fortement la quantité relative d'érosion et de dépôt dans un tronçon de rivière. Donc, en réduisant la vitesse, les macrophytes augmentent le dépôt de sédiments, contribuant aussi à la création de substrats dont ils ont eux-mêmes besoin dans les mécanismes de rétroaction positive. La végétation riveraine est un dernier groupe de producteurs primaires importants pour les cours d'eau et les couloirs fluviaux. Comme les algues et les macrophytes, les arbres, les arbustes et les herbes riveraines sont des sources de nourriture de base importantes pour les écosystèmes aquatiques. Ils fournissent de l'énergie sous forme de feuilles, de branches et de troncs qui tombent dans les rivières et les ruisseaux. La végétation riveraine est également importante pour la stabilisation des berges des rivières, fournissant un habitat à une large gamme d'espèces animales. Les plantes riveraines peuvent également avoir une valeur particulière pour l'homme en fournissant de la nourriture, des fibres ou des composés médicinaux. Si par hasard vous ne connaissez pas le terme zone riveraine, laissez-moi m'arrêter un instant pour en dire plus sur cet élément important des écosystèmes fluviaux. Les zones riveraines se constituent à la proximité des masses d'eau ou des plans d'eau, y compris des ruisseaux, des rivières et des lacs. Elle comprend les plaines inondables, mais le terme est utilisé plus communément pour les zones plus étroites de végétation distincte, comme vous le voyez sur les photos de cette diapositive. Les espèces qui vivent dans les zones riveraines sont généralement différentes de celles qui se trouvent plus loin du chenal de la rivière. C'est facile à voir et à comprendre dans les systèmes de savane de Rio das, sur la droite. Mais le long de la rivière Mopan au Belize, où la végétation naturelle
proche et éloigné de la rivière serait la forêt, les espèces sont différentes. En effet, malgré tous les avantages d'un accès facile à l'eau, les zones riveraines sont des environnements difficiles pour les plantes, car elles sont fréquemment perturbées par les inondations. De plus, les niveaux d'humidité communément élevés sont difficiles à supporter pour de nombreuses plantes. Les plantes riveraines ont des adaptations spéciales qui leur permettent de vivre dans des régimes de forte humidité et de fortes perturbations qui caractérisent les zones riveraines. Ces zones sont aussi souvent appelées zones tampons parce qu'elles contribuent à protéger les cours d'eau et les rivières contre l'excès de sédiments et le ruissellement de produits chimiques provenant des zones adjacentes, qui peuvent être utilisés intensivement par exemple en agriculture. J'ai inclus plus d'informations dans le dossier de ressources supplémentaires pour cette unité. Pour revenir aux différentes formes de vie dans les couloirs fluviaux, examinons les décomposeurs. Il s'agit principalement de bactéries et de champignons qui se nourrissent d'autres organismes déjà morts et en décomposition. Comme le reste des organismes dont nous parlerons, ils tirent leur énergie du processus de respiration, qui est la réaction inverse de la photosynthèse, combinant la matière organique et l'oxygène pour libérer l'énergie du soleil et produire de l'eau et du dioxyde de carbone. Les bactéries et les champignons peuvent également inverser le processus de photosynthèse et décomposer la matière organique en utilisant des composés autres que l'oxygène. Mais nous ne nous inquiéterons pas de cela pour le moment. Comme le montrent les images de la diapositive, les décomposeurs colonisent la matière morte qu'ils décomposent, qu'il s'agisse de feuilles, de bois ou de chair d'animaux morts. Dans le processus de décomposition de la matière végétale, ils la rendent également plus appétissante, c'est-à-dire plus facile à digérer. Les insectes sont d'autres organismes qui consomment également de la matière organique morte. Par conséquent, la matière organique colonisée par des bactéries ou des champignons ou des sources alimentaires est la source d'alimentaire. Cette matière est la source d'alimentaire préférée de certains autres organismes. Les bactéries en décomposition forment également des biofilms qui recouvrent les détritus organiques ainsi que les surfaces rocheuses. Dans le règne animal, les mollusques et les crustacés sont communs et répandus dans les systèmes d'eau douce. Les mollusques d'eau douce sont principalement les escargots et des palaudes, et moins de 5000 espèces différentes dépendent des écosystèmes d'eau douce. Les escargots colonisent les surfaces des plantes et des roches, où ils se nourrissent de périphytons et de biofilms. Les palaudes sont généralement des filtreurs et filtrent la matière organique fine de la colonne d'eau. Les escargots et les palaudes sont consommés par les prédateurs plus importants, notamment les poissons et les mammifères fluviaux. Les crustacés comprennent les crevettes, les crabes et les écrevisses et les amphipodes. Les crustacés sont principalement des filtreurs et des charognards omnivores et jouent un rôle important dans la décomposition de la matière organique. Ils sont également la proie de prédateurs plus importants. Juste un petit rappel sur les herbivores et les carnivores et les omnivores. Les herbivores mangent des plantes, les carnivores mangent d'autres animaux et les omnivores mangent les deux. Les insectes constituent un autre groupe d'animaux aquatiques très divers et très important sur le plan fonctionnel. Les stades lavaires de nombreux insectes sont aquatiques et le stade adulte est terrestre. Cela illustre l'un des nombreux liens écologiques entre les écosystèmes aquatiques et terrestres. Nous y reviendrons plus tard dans ce cours. Une communauté d'insectes diversifiée est essentielle pour un bon fonctionnement des couloirs fluviaux, car les insectes constituent le lien essentiel dans le transfert d'énergie au niveau trophique inférieur.
vers les niveaux trophiques supérieurs. Certains groupes d'insectes servent également d'indicateurs sensibles de la qualité de l'eau. Les groupes d'insectes les plus importants sont énumérés sur la diapositive. Tous comprennent des espèces qui dépendent des écosystèmes d'eau douce pendant une partie de leur cycle de vie. Pour certains groupes, comme les éphémères, les mouches de pierre, les ficanes et les mouches des dragons, toutes les espèces dépendent essentiellement de l'eau douce et ensemble, elles comprennent près de 30 000 espèces différentes. Il y a bien entendu les poissons, qui sont considérés comme ayant la plus grande valeur directe pour les gens du monde entier, pour les hommes. Environ 15 000 espèces de poissons d'eau douce ont été identifiées, y compris ceux qui vivent à l'embouchure des rivières dans les systèmes estuariens. De nombreux poissons sont carnivores et d'autres sont détritivores, ce qui signifie qu'ils se nourrissent de matière organique morte accumulée dans les canaux des rivières. Nous consacrerons plus de temps aux poissons et à leurs besoins lors de la prochaine conférence, c'est-à-dire lors du prochain cours. Pratiquement tous les poissons de rivière dépendent de multiples habitats dans les rivières et les cours d'eau qui changent selon les saisons et les régimes de débit. Comme de nombreux poissons, les reptiles et les amphibiens sont généralement carnivores, mais certains sont aussi omnivores. Les reptiles d'eau douce comprennent les tortues, les serpents et les crocodiles. Ils ont des préférences spécifiques pour les eaux à débit lent ou rapide et dépendent également d'habitats riverains sains. Les amphibiens comprennent les salamandres, les tritons, les crapauds et les grenouilles qui sont généralement de courte durée et se développent sous forme de larves dans l'eau. Ce sont généralement des prédateurs qui se nourrissent d'insectes et de crustacés. Puis nous avons les oiseaux, et surtout les oiseaux aquatiques qui dépendent des écosystèmes d'eau douce. Il y a de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques et beaucoup d'autres espèces d'eau qui vivent dans les couloirs riverains et se nourrissent principalement des stades adultes des insectes aquatiques. Les poissons et les amphibiens sont également les proies communes des oiseaux. Les espèces de cinques plongeurs et de canards plongent sous l'eau et chassent ou cherchent de la nourriture au fond des rivières. Le cinque d'Amérique ne ressemble pas nécessairement à un oiseau aquatique. Il est particulièrement adapté pour se nourrir d'insectes aquatiques. Il a une paupière supplémentaire pour voir sous l'eau. Il est capable de fermer ses narines et c'est un excellent nageur. Voyez-le en action dans la vidéo sur YouTube publiée dans les ressources supplémentaires. Enfin, nous ne devons pas oublier les mammifères qui vivent dans les écosystèmes d'eau douce. Ce sont souvent les plus charismatiques des espèces d'eau douce appréciées par l'homme. De nombreux mammifères vivent dans les couloirs riverains et beaucoup d'autres se rendent régulièrement dans les rivières pour s'abreuver. Parmi les espèces qui passent réellement la plupart de leur temps dans l'eau, on trouve le castor, la loutre, les hippopotames et les dauphins. Le castor et les hippopotames sont des ingénieurs animaliers bien connus qui peuvent fortement modifier l'environnement des rivières en abattant des arbres riverains et en construisant des barrages en bois plutôt, comme le cas du castor, ou en créant des mares et en coupant de grands ravins dans les zones riveraines, comme dans le cas des hippopotames. Les hippopotames se nourrissent généralement en dehors de la rivière, dans les prairies avoisinantes. Ils se nourrissent la nuit et retournent à la rivière pendant la journée. Pendant qu'ils sont dans la rivière, ils, permettez-moi de le dire ainsi, expulsent de grandes quantités de matière végétale terrestre partiellement dirigée vers la rivière. Cela augmente encore l'aliment de base des rivières. En présentant les différentes formes de vie dans les couloirs fluviaux, j'ai également noté certaines des relations entre elles. Il existe de nombreuses interactions entre les différentes espèces,
notamment la compétition pour la ressource et les habitats, les symbioses au profit des deux espèces et bien sûr les liens alimentaires. J'ai surtout évoqué ces aspects qui mangent qui. L'aliment est essentiellement un échange d'énergie, une distribution de l'énergie solaire capturée par les producteurs primaires à d'autres espèces plus grosses dans la chaîne alimentaire. Vous vous souvenez peut-être des chaînes alimentaires des études précédentes. Mais dans la nature, les chaînes individuelles interagissent pour former un réseau alimentaire plus complexe, comme le montre la diapositive. Les différents niveaux de chaîne alimentaire sont appelés niveaux trophiques. Là encore, la source d'énergie de base dans les chaînes alimentaires provient des producteurs primaires, c'est-à-dire des plantes qui poussent dans les rivières ou à proximité. L'énergie stockée dans les tissus végétaux est décomposée physiquement et consommée principalement par les insectes et les micro-organismes. Les insectes se nourrissent également des micro-organismes qui décomposent la matière végétale. Les insectes sont ensuite consommés par de plus grands prédateurs qui peuvent être des insectes plus gros ou des vertébrés comme les poissons. À leur mort, les tissus des animaux sont physiquement et chimiquement décomposés de la même manière que la matière végétale, ce qui permet de restituer les nutriments au système pour qu'ils soient à nouveau utilisés. Les interactions au sein des chaînes alimentaires varient dans l'espace et dans le temps, dans une même rivière. Certaines étapes de la vie des organismes, en particulier les plus jeunes, sont axées sur l'alimentation et la croissance. Pendant cette période d'interaction accrue entre les espèces, il est essentiel que tous les habitats nécessaires, caractérisés par la profondeur, la vitesse, la largeur mouillée et le substrat soient disponibles. Avec une telle diversité d'espèces et de besoins connexes, vous pouvez imaginer l'importance du maintien des multiples composantes du régime d'écoulement d'une rivière. Nous ne devons pas oublier les liaisons longitudinales ou amont-aval des couloirs fluviaux. Les écologistes fluviaux font référence au continuum fluvial lorsqu'ils décrivent les changements des sources d'énergie de base le long des systèmes fluviaux et l'influence que cela a sur la composition et la structure des communautés des niveaux trophiques supérieurs. Comme le montre le diagramme de cette diapositive, les sections de tête des rivières sont dominées par de petits cours d'eau ombragés où les feuilles et autres parties des pentes riveraines sont la source dominante d'énergie de base. Les insectes qui se nourrissent en déchiquetant les feuilles, appelées broyeurs, ou en recueillant les matériaux broyés, sont donc des composantes importantes de la communauté d'insectes. Les broyeurs qui se nourrissent principalement d'algues dans les cours d'eau sont une petite composante de la communauté car la production d'algues à ce niveau de la rivière est limitée dans des conditions d'ombrage des cours d'eau amont. Plus en aval, les rivières deviennent plus larges et la lumière du soleil s'infiltre dans l'eau relativement claire pour favoriser la croissance des algues dans les cours d'eau. Ici, la composante du pâturage et de la communauté d'insectes devient plus importante et les broyeurs dépendants des feuilles ne représentent qu'une petite partie de la communauté. Les collecteurs sont toujours importants car ils se nourrissent de toutes les formes de matière organique et fine, particulièrement transportées par la rivière qui coule. Enfin, dans les tronçons inférieurs des rivières qui deviennent plus souvent plus profondes et plus troubles, c'est-à-dire turbides, les collecteurs dominent car la principale source d'énergie de base est la matière organique en fines particules transportées depuis l'amont. Il s'agit bien sûr d'un concept idéalisé des rivières et il existe une grande variété de rivières individuelles. Mais cela nous rappelle l'importance de maintenir les connexions amont-aval dans notre gestion de la rivière, car les communautés d'organismes à tout point de la rivière peuvent être plus ou moins dépendantes des processus en amont. L'importance de la connectivité s'étend aussi latéralement des rivières et des ruisseaux à leurs zones riveraines et aux plaines inondables.
J'en dirai plus à ce sujet lors du prochain cours. Mais pour l'instant, restons concentrés sur les sources de nourriture ou d'énergie et examinons les résultats de cette étude intéressante menée au Japon. Shigeru Nakono et Mesai Murakima ont passé plus d'1 an à surveiller les proies des oiseaux et des poissons dans le ruisseau Oronaï. Ils ont découvert que les oiseaux et les poissons consomment un mélange de proies terrestres et aquatiques. Sur cette figure, les lignes noires montrent les liens entre les prédateurs et la proie, et l'épaisseur de la ligne représente la quantité de chaque proie consommée. Les proies terrestres sont généralement plus importantes dans le régime alimentaire des oiseaux, mais toutes les espèces consomment également des proies aquatiques. Et le range présenté en bas à gauche dépend principalement des proies aquatiques. Les espèces de poissons les plus abondantes, les truites et les ombles, consommaient des quantités presque égales de proies aquatiques et terrestres, qui tombaient dans les cours d'eau ou étaient transportées par les eaux de ruissellement. Nous sommes ainsi à la fin de l'unité 8.1 et les messages à retenir sont les suivants. La vie dans les couloirs fluviaux est constituée d'une grande diversité de plantes et d'animaux occupant différents habitats et différents niveaux trophiques dans les réseaux alimentaires fluviaux. Nous avons discuté des algues, des périphytons, des macrophytes et des plantes riveraines, des bactéries et des champignons, des mollusques, des crustacés, des insectes, des poissons, des reptiles et des amphibiens et des mammifères. Les producteurs primaires capturent et stockent l'énergie solaire dans la matière organique transférée au niveau trophique supérieur par l'alimentation et les communautés aquatiques variant en composition selon les sources d'énergie de base et les variables physiques. Cette variation change le long d'un continuum qui s'étend de Zo amont vers l'embouchure du fleuve. La connectivité des débits d'énergie longitudinaux et latéraux est importante pour les communautés biologiques tout au long des couloirs fluviaux. Nous discuterons plus en détail de l'importance de cette connectivité dans le prochain cours. Merci.